Alors, l'idée pour moi aujourd'hui, c'est de vous parler un peu de la question des ressources numériques, donc sur lesquelles je travaille depuis quand même pas mal d'années, depuis ma thèse en fait. Et l'idée aujourd'hui, c'est de parler un peu d'ergonomie des ressources pédagogiques, c'est-à-dire en gros quels sont les principes à suivre en termes de conception, de caractéristiques des ressources pour que elles soient le plus possible en adéquation avec les besoins des personnes, les besoins des objectifs pédagogiques et des situations. Donc l'idée pour moi, c'est de vous donner quelques éléments, évidemment, qui soient, je l'espère, un peu opérationnels. Alors l'intérêt pour moi des technologies, rapidement, je vais passer rapidement là-dessus, parce que finalement, on n'a qu'une heure, c'est que déjà, ça permet de l'enseignement à distance. Je sais que certains, voilà, vous commencez à travailler un peu avec ce genre de situation. Donc on le voit avec la mobilité et la distance. Les outils numériques nous permettent, bah, ce qu'on est en train de faire là, typiquement, en ce moment, de faire une présentation à distance. L'intérêt pour moi du numérique aussi, c'est de proposer des nouvelles activités. C'est-à-dire que si le numérique permet uniquement de faire ce qu'on sait déjà faire sans numérique, généralement, ça n'a pas forcément une grande plus-value. Donc l'intérêt, c'est de se poser la question, en quoi les outils, les ressources pédagogiques qu'on met en place avec le numérique vont permettre de faciliter certaines choses, de travailler autrement, de travailler, on l'espère, mieux ou d'atteindre de nouveaux objectifs. Donc c'est un peu les questions qu'il faut se poser. Autre intérêt pour moi du numérique aussi, c'est de permettre une pédagogie différenciée. Donc, grâce au numérique, on peut souvent adapter les contenus, les ressources, les tâches, les activités aux besoins des apprenants, aux besoins des personnes qu'on forme et en fonction aussi des contextes, en fonction de l'évolution. Donc ça, c'est intéressant et on le voit typiquement aujourd'hui avec l'IA générative, où l'IA générative permet justement, d'une certaine manière, une adaptation aux besoins, en tout cas dans l'interaction avec les apprenants. La question aussi de l'accessibilité est importante. Donc, grâce au numérique, on permet effectivement à certaines personnes qui peuvent avoir des troubles, des handicaps, des fonctionnements différents, d'accéder plus facilement à l'information, de traiter peut-être plus facilement l'information. Donc, on a un intérêt majeur aussi avec ces ressources numériques. Et autre intérêt aussi avec les ressources numériques, c'est de pouvoir aussi avoir un traçage finalement de ce que font les apprenants en termes de stratégie, en termes de consultation d'informations, en termes de résolution de problèmes, de performance ou autre. Donc ça permet aussi d'avoir parfois une meilleure vision de ce que font réellement les personnes qu'on forme avec en tout cas les ressources pédagogiques qu'on leur propose. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le monde idéal du numérique. Donc si le numérique permet de faire tout ça, bah, pourquoi pas? Ça devient un outil très intéressant pour la formation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler bah, justement de ces outils numériques. Est-ce que finalement ils sont bien ergonomiques et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils soient ergonomiques? C'est un peu l'idée de ma présentation. Et je vais essayer de vous parler bah, des compétences d'autonomie de nos apprenants, puisqu'on parle beaucoup de formation à distance. Et quand on parle de numérique, souvent on parle d'autonomie, parce que souvent on a tendance, alors pas que, mais souvent à mettre les gens face à des ressources numériques avec cette idée qu'ils vont pouvoir être autonomes avec ces ressources-là. Pourquoi? Parce que par exemple les ressources les accompagnent sur certaines activités. On va voir que c'est pas si simple. Les apprenants face au numérique, ce que je veux vous montrer aussi, c'est qu'en psychologie cognitive, on sait pertinemment qu'il ne suffit pas de concevoir des outils numériques pour que ça fonctionne, pour que ce soit efficace. Et ce qui nous intéresse, nous, en psychologie, dans nos recherches, c'est aussi de comprendre les difficultés que peuvent rencontrer les personnes quand ils sont face à ces outils. Et je vais vous prendre l'exemple de la lecture sur écran. Si on a le temps, je vous présenterai quelques travaux parce que c'est intéressant, ça intéresse généralement beaucoup les enseignants à se dire ben, finalement, est-ce que lire sur un écran, c'est la même chose que lire sur du papier? Donc on pourra en discuter. Et ensuite, je vous proposerai un peu quelques grands principes de guidage des apprenants, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider nos apprenants à être plus efficaces avec des ressources numériques. Je vous parlerai du feedback. Même chose, on m'avait dit 1 heure et demie, donc je suis parti sur 1 heure et demie, mais on va réduire. Donc, proposer un feedback efficace, on pourra en discuter aussi, c'est-à-dire quel retour on fait aux apprenants, qu'est-ce qui fonctionne, et éventuellement certains principes de conception à respecter, mais j'en parlerai déjà avec les principes de guidage. Donc, on n'est peut-être pas obligé d'aller jusque-là. Alors peut-être qu'est-ce qu'un outil ergonomique? Souvent on utilise ce terme dans le langage courant, on dit souvent tiens ça c'est ergonomique, ça c'est pas ergonomique. Donc du coup bah, moi j'ai envie de vous poser cette question, donc je vais vous mettre à la contribution tout de suite. C'est-à-dire que si je vous présente différents outils, ici des outils pour saisir des informations, pour écrire tout simplement, vous avez différentes versions de clavier ici par exemple avec un clavier qui est scindé un petit peu au milieu pour pouvoir poser les mains plus efficacement sur les côtés, optimiser les déplacements des doigts. Ici, on a un clavier un peu classique. Ici, on retrouve cette idée d'un clavier scindé en 2 positions, mais avec
des espèces de coussins pour poser les poignets, pour essayer de réduire les risques, les troubles musculo-squelettiques. Ici, vous avez un écran avec une interface de téléphone, ou avec, on a un clavier virtuel. Et enfin, ici, vous avez une écriture finalement manuscrite, mais quand même sur numérique, puisque là, on écrit sur tablette. Donc moi, je vous pose la question, est-ce que pour vous, il y a un outil qui vous paraît plus ergonomique que les autres? Qu'est-ce que vous me dites là-dessus? Alors, vous avez le droit d'ouvrir les micros. Moi, je ne vous vois pas en plus. Je vois uniquement ce que j'affiche. Moi, je dirais que non. Ah, vous me dites non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un outil que vous jugez plus ergonomique? Non, pour moi, c'est ergonomique du moment que c'est adapté pour moi. Et si le Ouais, clavier me va, c'est pas dit que le clavier scindé en deux avec les coussins m'aille mieux, en fait. Même des ouais, fois, ça peut être l'inverse. Donc, ouais. c'est ergonomique si ça me convient Ouais. à moi. Et pourquoi ça vous conviendrait mieux à vous, en fait? Qu'est-ce qui vous permet de dire, tiens, ce clavier me conviendrait mieux? Alors ça, il faut avoir essayé, j'imagine. En tout cas, c'est ce que je Ouais. dirais là maintenant. Ok, ok, très bien. Eh ben, très bien, vous êtes un peu sur la piste, effectivement, c'est intéressant. C'est-à-dire que cette petite présentation, pour moi, la conclusion, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'outil ergonomique. Je présente ça exact, c'est ce que je présente à mes étudiants en cours. Pourquoi? Parce qu'en fait, les claviers que je vous présente et les interfaces d'écriture, de production d'écrit, en fait, chacune a des avantages et des contraintes. Et en fait, on s'aperçoit qu'un outil, il est ergonomique que, comme vous l'avez très bien dit, s'il est adapté à la personne. Mais adapté à la personne, c'est aussi être adapté à une tâche et adapté à un contexte. Donc, dit autrement, si vous voulez taper un SMS à un collègue quand vous êtes dans le bus, on est d'accord que le téléphone devient un outil plutôt ergonomique parce qu'il est adapté à la situation et à votre tâche. En revanche, si vous voulez taper un rapport professionnel un peu important, on est d'accord qu'on va partir plutôt sur des claviers un peu classiques qui vous permettent une saisie plus efficace. Parce qu'on sait que par exemple la saisie sur clavier virtuel, elle est plus approximative. Il y a un effet gros doigt, par exemple, vous allez cliquer sur des touches approximativement et faire des erreurs de frappe. Là, avec le stylo, ça peut être intéressant pour la prise de notes, mais en même temps, on sait que le stylo qui glisse sur une tablette, c'est pas la même sensation qu'un stylo qui glisse sur une feuille parce qu'il y a une accroche du stylo sur la feuille qui permet de mieux réguler le mouvement. Donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que chaque outil a son lot de contraintes et d'avantages. Donc, en fait, il n'y a pas fondamentalement un outil ergonomique et pas ergonomique. C'est qu'il faut se demander s'il est adapté à la personne. Donc, très bien, je vous rejoins là-dessus, mais adapté aussi à la tâche et à la situation. Et donc, justement, ça m'amène à vous présenter un modèle très simple. Je l'ai simplifié en plus. Nous, en ergonomie, on nous intéresse beaucoup, c'est la compatibilité humain-système. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un humain, ce qu'on appelle nous un opérateur par exemple, donc en gros un apprenant. Vous avez un étudiant, un apprenant qui va lui-même avoir des caractéristiques en termes perceptifs, en termes moteurs, il a des capacités motrices par exemple, il a des capacités cognitives en termes d'attention par exemple, il peut avoir certains troubles de l'attention qui font qu'il peut avoir certaines difficultés avec certaines tâches. Il y a des aspects affectifs, bien sûr, motivationnels, etc. Donc, en gros, tout ce qui caractérise une personne va être important pour comprendre comment cette personne pourra, en gros, trouver une compatibilité avec les outils et l'environnement dans lequel je le mets. Et donc, cette personne, elle a des capacités au sens, ses caractéristiques lui permettent de faire des choses efficacement, mais elle a aussi des limitations humaines. Par exemple, vous avez une mémoire de travail, hein, votre capacité à raisonner, à réfléchir sur des informations complexes pendant un temps court, votre capacité est assez limitée, vous ne pouvez pas traiter beaucoup d'informations simultanément et vous ne pouvez pas forcément les maintenir longtemps en mémoire, sauf si vous faites un effort très important. Donc tout ça, on sait qu'on a des limitations qui sont humaines. On peut avoir aussi des limitations liées à des fonctionnements neuroatypiques, par exemple, chez les personnes. Donc en gros, chaque personne a des capacités et des limites. Les personnes vont interagir avec un outil, une ressource ici qui nous intéresse, une ressource pédagogique qui va être numérique. Donc ici, on a une technologie et cette personne va faire une tâche avec cette technologie, avec cette ressource. Et les technologies, bah, comme les humains, elles ont des caractéristiques, bien sûr. On va parler bah, de produits, d'appareils, de machines, de fonctionnement logiciel, de construction pédagogique même de l'outil. Et ces outils, ils ont des exigences.
et ils ont des affordances. Des affordances, en gros, ils vont être soutenants sur certaines activités. Par exemple, un outil est exigeant si justement je reprends mon clavier virtuel, j'écris sur mon téléphone, je dois écrire un rapport un peu long sur mon téléphone, mais je sais que je vais avoir des exigences qui est la difficulté d'être précis dans mes frappes sur un clavier extrêmement petit, sur une interface où justement j'ai pas de retour haptique très clair. Donc ça, c'est une exigence imposée par la technologie, mais en même temps, j'ai une affordance, c'est-à-dire que ça va faciliter certaines choses parce que, par exemple, j'ai un correcteur orthographique inséré dans ma technologie. Donc la technologie m'offre des choses intéressantes pour pouvoir interagir. Donc du coup, ici, l'opérateur humain, il va interagir avec cette technologie. D'accord? Donc ses capacités et ses limites interagissent avec, on va dire, les exigences et les affordances apportées par la technologie pour un type de tâche donnée qu'on doit réaliser. Mais tout ça se fait dans un environnement. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. C'est-à-dire que vous avez un environnement quand vous êtes en train d'apprendre, quand dans une situation professionnelle, vous êtes en train de former. Il peut y avoir une structure organisationnelle. Comment mes étudiants sont organisés à distance ou en présentiel? On le sait, hein, par exemple, si vous mettez des étudiants en îlot de travail, vous n'allez pas avoir les mêmes activités, les mêmes dynamiques qui se mettent en place sur le plan pédagogique que si vous mettez les étudiants face à vous, par exemple, dans des salles de classe assez traditionnelles. Donc, il y a plusieurs facteurs liés à l'environnement qui vont jouer, bien évidemment, l'environnement aussi physique, qui va être important. Et donc, bah, l'environnement, c'est comme les technologies. Ça apporte son lot de contraintes et ça apporte son lot de choses bénéfiques, utiles, qui vont être soutenantes pour certaines activités. Donc, par exemple, on sait que l'environnement, si vous travaillez la nuit, ce sera évidemment plus difficile. Il y a une exigence au niveau attentionnel imposée un peu par la nuit, alors qu'on peut avoir des affordances de l'environnement, au contraire, qui vous met dans des conditions favorables, comme j'expliquais avec les îlots de travail, où quand vous créez ce genre d'environnement, vous mettez les gens en situation plus de collaboration que dans des situations classiques. Donc l'idée ici, tout simplement, c'est que quand on parle d'ergonomie, on va avoir une interaction entre un humain, une technologie, dans un environnement. Donc ces trois composantes vont être en interaction, ce qui vous amène à des performances humaines à l'arrivée. C'est-à-dire qu'ici, ce qui nous intéresse, c'est l'apprentissage. Est-ce que mes étudiants apprennent? Donc quand je conçois des ressources pédagogiques, quand je vais les penser du point de vue ergonomique, il faut que je pense, un, à mon public, quels sont mes étudiants, quelles sont leurs caractéristiques, quelle est la ressource pédagogique que je propose par rapport à la tâche qui doit être réalisée? Quels sont les atouts de cette technologie? Quelles sont ses contraintes? Et même chose, dans quel environnement je fais travailler mes étudiants? Parce que je peux utiliser la technologie en situation de formation, par exemple sur le terrain, dans un stade, dans une classe, donc en présentiel, mais je peux aussi faire une utilisation de cette technologie à distance. Et donc, on n'est plus dans le même système organisationnel, on n'est plus, par exemple, dans les mêmes moyens de communication. Donc ça, ce sont des points importants et donc l'ergonomie cherche à comprendre et à améliorer cette compatibilité. Donc quand vous faites un choix de ressources pédagogiques, il faut qu'elles soient compatibles avec la tâche, bien sûr, la personne que vous formez et l'environnement dans lequel la personne est formée. OK? N'hésitez pas à m'interrompre Mais si vous avez des questions. Ouais, Franck, ouais, on est d'accord que nous, par exemple, dans notre organisme de formation, il est impossible d'avoir autant de ressources que de personnes avec leurs contraintes, etc. bien sûr. Oui, oui, c'est une très bonne remarque. Alors moi, j'ai la lecture avec la psychologie. Bien évidemment que quand on a des étudiants, quand je dis ils ont des caractéristiques, ce qu'on cherche, c'est à repérer un profil type de nos étudiants. C'est-à-dire que, tiens, mes étudiants, quelle formation ils ont suivi avant? Est-ce qu'ils ont une formation à peu près équivalente? Est-ce qu'ils ont le même niveau de background de connaissances, par exemple, initial, au départ? Ou au contraire, est-ce qu'on a une grosse hétérogénéité? Si on a des étudiants qui ont une certaine homogénéité, on va pouvoir adapter les choses. Par exemple, ils savent, je vais caricaturer les choses, mais ils savent tous lire et écrire, parler français. Bon, bah déjà, vous avez un élément clair sur les outils que vous allez pouvoir utiliser par rapport à ces compétences-là pour tous vos étudiants. En revanche, si vous avez des étudiants étrangers qui ne parlent pas forcément français, pas forcément très bien, bah, tout d'un coup, ça veut dire que mes outils vont pouvoir devenir intéressants. Et là, la compatibilité, elle est aussi que mes outils, il faut qu'ils soient flexibles. C'est-à-dire qu'on parlait de pédagogie différenciée tout à l'heure. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que ma technologie va me permettre aussi de penser une adaptation, donc une compatibilité, en fonction des profils de mes apprenants. Mais on est d'accord qu'on ne va pas pouvoir à chaque fois ajuster
pour chaque cas particulier, chaque personne dans sa singularité. On n'est pas forcément en capacité de toujours ajuster. Mais c'est vrai que l'IA générative, nous on travaille de plus en plus là-dessus, commence à offrir des perspectives intéressantes d'adaptation. Même si elle est pleine de défauts, on peut en discuter. Ok, Ok, merci. n'hésitez pas à continuer à me poser des questions. Surtout que je ne vous vois pas, donc il faut vraiment que vous ouvriez le micro. Euh, alors justement, quand on s'intéresse aux étudiants, là je vous ai pris un truc assez classique pour nous en psychologie, c'est qu'en fait, quelles sont ces caractéristiques justement de nos étudiants? Ben, ils ont des caractéristiques sur le plan cognitif, métacognitif et motivationnel. Je m'explique. Sur le plan cognitif, ça veut dire que ce sont les compétences, les capacités, les fonctionnements de nos étudiants pour être capables de traiter l'information. Ils vont être capables de repérer l'information dans les ressources, d'identifier ce qui est important, par exemple. Ils vont être capables d'élaborer, de résoudre des problèmes. Ils vont être capables de raisonner. Ils vont être capables de mémoriser. Donc tout ce qui est, en gros, l'activité qui leur permet directement de traiter l'information, de la mémoriser, de l'intégrer et de pouvoir la remobiliser plus tard dans des activités ou dans leur activité professionnelle plus tard aussi, bah, tout ça, c'est de l'ordre du cognitif. D'accord? Donc, c'est le cœur, évidemment, pour nous, de l'apprentissage. S'il n'y a pas de cognitif, il n'y a pas d'apprentissage. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de prendre en compte les capacités d'autonomie de nos étudiants. Donc, on a par exemple le caractère métacognitif. En gros, le métacognitif, c'est, comme son nom l'indique, de la cognition sur de la cognition. C'est-à-dire que je vais avoir des connaissances sur moi-même, sur ma façon de fonctionner. J'ai des connaissances sur la discipline que je suis en train d'apprendre. Est-ce qu'elle est complexe, pas complexe? Est-ce qu'elle est exigeante? Est-ce qu'elle nécessite qu'on travaille beaucoup? Donc, j'ai des connaissances aussi sur la façon dont il faut travailler. Et je vais pouvoir mettre en place des compétences d'autonomie, c'est-à-dire je vais savoir à quel moment je dois changer ma façon d'apprendre, à quel moment je vais pouvoir peut-être vérifier, enfin, à quel moment je vais devoir vérifier si j'ai bien progressé, si j'ai bien appris, ce genre de choses. Euh, donc c'est ça le métacognitif, c'est en gros vous supervisez votre apprentissage. Et donc ça, ce sont des compétences, hein, ça se développe, ça s'apprend. Ça se développe tout au long des études, ça se développe bien évidemment avant, dès les activités d'apprentissage au plus jeune âge. Et vous avez ensuite le troisième volet qui est le volet motivationnel et émotionnel. Je pourrais le mettre aussi avec les motivations. C'est-à-dire, est-ce que nos étudiants ont certaines motivations? Est-ce qu'ils sont très engagés dans les tâches, peu, moyennement? Quels sont les buts qu'ils poursuivent? Pourquoi ils sont là? Et on sait qu'on n'a pas le même engagement selon les buts qu'on poursuit. Donc, on sait que quand je parle des caractéristiques de nos étudiants, en fait, c'est tout ça. C'est le plan cognitif, métacognitif, motivationnel. Alors, attention, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire qu'un enseignant est en capacité d'évaluer le niveau cognitif, métacognitif et motivationnel de ses étudiants. Il a souvent une vision assez généraliste, enfin générale plutôt, de ce que sont ses étudiants, de son groupe d'étudiants, de sa promotion d'étudiants. Donc, on n'est pas en capacité à chaque fois de construire un modèle très précis. Il faudrait avoir des outils de mesure, il faudrait conduire plusieurs tests pour pouvoir répondre à certaines choses. Et en plus, on est sur des choses dynamiques, c'est-à-dire que le cognitif va évoluer, la métacognition aussi, et la motivation, n'en parlons pas. Donc, attention, je ne suis pas en train de vous dire on est en capacité, quand on est formateur, de prendre tout ça en compte. Donc, je vais, si je reprends un peu ce que je viens de vous dire, en gros, la cognition, c'est quand vous avez l'activité d'apprentissage au sens de comprendre, mémoriser, d'essayer de raisonner, de résoudre des problèmes, de prendre des décisions. Donc tout ça, ça relève de la cognition et ça va dépendre de votre métacognition. Donc il va vous aider à réguler votre façon d'apprendre. Et en fait, la métacognition, vous l'avez peut-être deviné, c'est en fait extrêmement coûteux. Ça demande du temps, ça demande un effort mental, ça demande un effort cognitif. Donc en gros, souvent, les étudiants qui font cet effort de métacognition sont des étudiants qui ont des motivations, qui ont envie d'avancer, qui sont autodéterminés, qui savent où ils vont, ils ont des valeurs qu'ils accordent, par exemple, à ce qu'ils apprennent, qui sont assez élevées. Et donc, généralement, ce sont des étudiants qui vont dégager plus d'efforts. Et donc, comme ils libèrent de l'effort ou qu'ils s'engagent dans de l'effort, et ben, du coup, ils sont généralement plus autonomes parce qu'ils mobilisent de la métacognition qui va les aider justement à avoir une meilleure cognition. Donc ça, c'est évidemment dans l'idéal. Nos étudiants, ils ne sont pas forcément toujours comme ça. Alors justement, quand on met des étudiants ou des apprenants face au numérique, finalement, est-ce que ces étudiants apprennent mieux? Est-ce que c'est si bien que ça le numérique? Est-ce que c'est forcément facile? Parce que le discours qu'on entend souvent aussi, c'est que
Ces générations d'étudiants ont grandi avec le numérique, ils ont grandi avec des interfaces, ils ont grandi avec le web maintenant, ils ont grandi avec Internet, les réseaux, etc. Donc ils sont habitués, ils savent faire. Et on s'aperçoit qu'en fait, pas du tout. Oui, ils sont habitués à certaines choses avec le numérique, bien sûr, mais ils ne sont pas forcément habitués à apprendre efficacement avec le numérique. Donc ici, je vous donne des recommandations assez simples, mais qui sont quand même assez bien étayées dans la littérature. Le piège du numérique, un des pièges, quand on est formateur ou enseignant, c'est de vouloir multiplier les ressources pédagogiques. Vous allez dire, tiens, je vais mettre une vidéo qui présente ça, ça va aider mes étudiants à comprendre ce point-là. Tiens, je vais mettre un texte ou un article là-dessus. Tiens, il y a un podcast en plus très intéressant. Puis tiens, il y a les slides qu'on a utilisés en cours que je vais remettre, etc. Et en fait, le risque, à un moment donné, c'est quand vous mettez trop d'informations, trop de sources d'informations, en plus sous des formats très différents, du texte, de la vidéo, du son, etc., ben, au bout d'un moment, vous perdez vos étudiants. Et vous avez l'effet inverse de l'effet escompté, c'est au lieu d'avoir des ressources utiles, les ressources commencent à devenir gênantes parce que en trop grand nombre. Et donc, vos étudiants, s'ils ne sont pas autonomes, justement, s'ils n'ont pas les bonnes compétences métacognitives dont on parlait, s'ils n'ont pas les bonnes motivations, ben, parfois ils ont du mal à savoir quelles sont les sources d'informations, les ressources que vous leur proposez, à regarder en premier, à essayer de traiter au maximum. Est-ce qu'il faut qu'ils y reviennent après? Est-ce qu'ils vont voir autre chose? Voilà. Pour eux, ça peut être compliqué si vous ne les accompagnez pas. Et donc, les travaux montrent qu'effectivement, si vous multipliez trop les formats d'informations et les chemins d'accès aussi, on le voit avec le web, on le voit avec maintenant en quelques clics, on a accès aux informations, on peut tout interconnecter, donc c'est intéressant dans certains cas. Mais si vous le faites trop, bah, un bout d'un moment, vous générez un coût cognitif pour vos étudiants. Et moi, quand je pose la question à mes étudiants, où je leur dis, par exemple, quand vous avez beaucoup de références bibliographiques qui vous sont proposées, associées à un cours, euh, en fait, je leur dis, vous n'allez pas les lire, du coup. Et souvent, les étudiants me disent, bah oui, parce qu'effectivement, il y a trop de références, et comme il y en a trop, bah, je ne sais pas lesquelles sont les plus pertinentes, et comme je ne sais pas, bah, j'y vais pas, parce que ça demande de la motivation. Et d'ailleurs, quand on propose beaucoup de ressources numériques aux apprenants, en se disant, bah, ceux qui en ont besoin sont ceux qui peut-être ont des difficultés. Ben, on s'aperçoit souvent que ceux qui vont aller chercher activement les ressources numériques sont ceux qui en ont le moins besoin. Souvent des étudiants qui sont déjà performants avec des bonnes bases de connaissances, des compétences et des bonnes motivations. Et eux ont compris l'utilité possible de ces ressources. Et paradoxalement, ce n'est pas eux qui en bénéficieraient le plus, ce seraient les autres, mais pourtant c'est eux qui vont les chercher. Et il y a aussi quelque Ouais. chose qu'on avait remarqué, nous, dans l'équipe, c'est qu'on mettait à disposition des ressources et en fait, les apprenants y allaient pas au moment où on avait envisagé qu'ils y allaient, mais au moment où ils en avaient besoin. Donc, par exemple, Ouais. quand ils faisaient leur dossier avant leur évaluation ou quoi. Et donc, les ressources qu'on mettait en place, finalement, ils y allaient pas forcément. En tout cas, pas au moment où on avait envisagé ça et voilà. Ouais. Du coup, ça fonctionnait pas. Et après, il y avait aussi la question de la théorie où on mettait à disposition des ressources très liées à la théorie en se disant on va revenir en formation, on fera que de la pratique. Et Ouais. en fait, ça n'avait pas forcément été vu avant. Non. Ben non, Voilà. ça c'est un classique. C'est un peu des fois ce qu'on a un peu avec la pédagogie inversée, où on se dit, tiens, je vais faire travailler les étudiants, puis on va pouvoir exploiter ce qu'ils ont fait en cours, et on ira directement sur le faire, le côté opérationnel. Et on s'aperçoit que ça peut marcher avec certains étudiants, et ce sont souvent ceux qui sont motivés, qui ont déjà un bon background de connaissances, c'est toujours pareil. Et ceux qui sont moins motivés, qui ont moins de connaissances, qui sont moins autonomes, attendent un peu qu'on leur serve l'information. Donc ça, c'est une vraie difficulté hein, que moi, je peux rencontrer aussi en tant qu'enseignant parfois. Et effectivement, il faut arriver, à mon avis, à, à- à ne pas rendre des choses facultatives. En fait, c'est-à-dire qu'il faut qu'un scénario pédagogique dise, en fait, votre travail, c'est ça, il faut le faire. Et si vous ne le faites pas, en fait, ça enraye tout le système. Et ça, même le dire, ça suffit pas. Ça va marcher avec certains étudiants. Encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Je ne vous donnerai pas de solution miracle ce soir. Ça n'existe pas en pédagogie. Il n'y a que des choses qui tendent à marcher avec un maximum de personnes ou selon les situations, en tout cas répondre à certaines situations. Ce qui peut marcher aussi, c'est quand vous challengez aussi les étudiants, c'est-à-dire que vous les faites travailler en amont. Vous leur dites, bah voilà, il faudra préparer ça pour tel cours, etc. Et au lieu de juste leur dire, bah maintenant on va travailler à partir de ce que vous avez fait, c'est de les challenger, c'est-à-dire qu'ils vont s'auto-évaluer. Vous faites des évaluations, des quiz, pas des choses nominatives et notées,
mais des choses qui leur permettent de voir si finalement ce qu'ils ont fait, ils en ont retenu quelque chose. Ben, en faisant ça, moi, ça a été un des meilleurs systèmes pour inciter les étudiants à travailler en amont. Encore une fois, ça ne marchera pas avec tous les étudiants, hein, mais ça marche avec pas mal d'étudiants. Alors, si vous voulez, je continue, mais n'hésitez pas à m'interrompre, bien sûr. Sur la question justement de multiplier trop de ressources, là, je vous ai pris une petite étude que j'aime bien, qui avait été menée à Taïwan, je crois, avec un collègue hollandais. Donc, les chercheurs avaient demandé à des élèves, alors là, c'est des jeunes élèves, ce sont l'équivalent de collège, des middle school, et on a les élèves qui sont face à un cours avec une tablette, où on leur présente une plante, c'est un cours en botanique ou sur les végétaux, et on leur présente certains types de plantes avec leurs caractéristiques, notamment anatomiques, et vous avez le cours sur la tablette, alors on ne voit pas très bien ici, qui décrit la plante, et vous avez une photo de la plante. Et il y a la possibilité aussi d'être dans une serre ou d'être dehors avec la tablette, d'où l'intérêt de la mobilité, vous voyez, du numérique. Ici, ça nous permet d'être dehors plutôt que d'être enfermé. On peut se balader avec la tablette et on est face à la vraie plante. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont comparé pendant 3 situations pédagogiques différentes. La première, ils ont demandé aux élèves de rester en classe et de consulter sur leur tablette le cours qui avait été fait par l'enseignant, par exemple, alors, ici les chercheurs, avec les photos des plantes concernées et la description des plantes. Et vous avez un deuxième groupe d'élèves qui, lui, a le même cours, sauf que vous remarquerez ici, on a enlevé toutes les photos. Il ne reste que le texte. En revanche, eux, on les amène devant la vraie plante. Donc, ils peuvent regarder la plante, ils peuvent regarder le texte qui décrit la plante. Et vous avez un troisième groupe d'élèves qui, lui, voit le même cours que le premier groupe. Donc, on a bien des images et du texte. Et en plus, ils ont la plante en réel. Donc, eux, ils ont le cours complet et la plante. Donc, la question que je vous pose, c'est à votre avis, quel a été le groupe qui a le mieux appris au sens de mémoriser, compris les contenus du cours? Est-ce que vous avez une petite idée ou qu'est-ce que vous pourriez me dire? Vous n'osez pas, vous dites qu'il y a un piège, c'est ça? Il y a forcément un piège. Donc, quand je présente ça, les gens sont partagés. Généralement, il n'y a pas de consensus. C'est un partage entre la 2 et la 3. Donc, vous me dites quoi, que la 2 et la 3 seraient positives, c'est ça? Efficaces? Oui. Ok. Et pourquoi alors, pourquoi ces deux-là et pas la 1? Parce que la 1, il y a juste... Non. Parce qu'ils voient pas la plante. Je sais pas, c'est bien d'être en Ouais. direct, de vivre l'expérience. Alors voilà. Donc ça, c'est une hypothèse, très bien, que beaucoup d'enseignants font, effectivement. Et je vous montre les résultats. Et en fait, non, ça ne marche pas, surtout pour la 3. Donc oui pour la 2. Donc quand vous avez dit la 2, ça marche. En revanche, quand je dis ça marche pas pour la 3, ça marche moins bien. Ça ne veut pas dire qu'ils apprennent pas, ça veut dire qu'ils apprennent moins bien avec la 3. En revanche, avec la 1 en classe, ils apprennent aussi bien que devant la plante. Alors j'aime beaucoup cette étude. Pourquoi? Parce que elle nous dit 2 choses. La première, c'est que si je multiplie trop les sources d'informations, j'augmente des difficultés attentionnelles de mes élèves. C'est-à-dire que si vous regardez le schéma 3, mon outil numérique me permet d'afficher des photos et du texte, d'accord? Et en plus, j'ai la plante en réel. Ben, si vous regardez, si je dois traiter les 3 au même moment dans la même activité, ben, ça me fait 3 sources d'informations à traiter quasi simultanément. Donc, je vais avoir une division de mon attention, c'est-à-dire qu'un coup, je vais regarder la photo, un coup, je regarde l'image, un coup, je regarde le texte, et j'essaie de faire le matching entre ces 3 sources d'informations. Ben, cet effort-là, il peut être difficile, et il peut aussi désorienter les élèves. Alors qu'ici, vous regardez la 1 et la 2. Dans la 1, l'élève, il a une image, un texte, donc c'est simple. Et dans la 2, il a le texte et une image, si je puis dire, avec la plante réelle. Donc en fait, il n'a que 2 sources d'information. Donc ma première recommandation ici, elle est très simple, c'est qu'effectivement, l'apprentissage, ce qu'on appelle nous multimédia, c'est-à-dire qu'on utilise, si vous voulez, du texte et des images pour faire court, on utilise, si vous voulez, des choses visuelles de type imagé, et auxquelles on combine
du texte ou un discours oral. Il faut qu'il n'y ait que 2 sources d'information. Si vous faites ça, vous augmentez les chances que les gens apprennent. Et l'autre problème, donc la deuxième conclusion de cette étude, c'est qu'effectivement, vous avez un effet de redondance. C'est-à-dire que la plante apporte à peu près les mêmes informations que les images. Donc montrer des images d'une plante avec la plante devant moi en même temps, en fait, ce sont 2 sources d'informations qui sont un peu redondantes parce qu'en fait, elles me disent la même chose. Hein, par exemple, la structure d'une feuille, je vois bien comment est structurée la feuille devant moi et je vois comment est structurée la feuille sur la photo. En fait, du coup, la plante en réel ne m'apporte rien ici de spécifique. Après, vous pourriez me dire, ah, mais est-ce que ce serait pas intéressant qu'ils étudient le cours et après qu'ils aillent sur la plante pour essayer de reconnaître ce qu'ils ont vu sur le cours? Et là, je vous dirais, oui, tout à fait. On peut scénariser la pédagogie autrement. Là, le scénario qui avait été testé, c'est bien qu'à un moment, l'élève est simultanément face à toutes ces sources d'informations. Mais on peut tout à fait séquentialiser l'accès aux sources d'informations et là, ça devient plus intéressant. Donc Donc ici, c'est le fait qu'il ouais, soit simultanément, c'est le ouais, fait qu'il soit en même temps qui brouillerait, enfin qui empêcherait l'apprentissage, qui soit oui, avec trop de sources, c'est le ça, visuel, je sais pas, ce genre de choses. exactement. Donc l'idée, c'est que si vous voulez, dans la même activité, au même moment, vous lui dites, ben voilà, tu as la plante, tu as le cours et tu te débrouilles. Et pour lui, il faut faire des choix, il faut trouver par quoi je commence, est-ce que je retrouve sur la plante, est-ce que c'est pareil que sur ma photo, mais du coup, j'ai oublié ce que j'avais lu dans le texte. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses qui va être compliqué parce que vous augmentez les tâches à faire dans le même laps de temps. Évidemment, on ne le fait pas parfaitement simultanément, mais c'est dans le même laps de temps. Donc, on évite de multiplier trop les sources d'information. Donc, ce qui marche bien, c'est ce que je vous ai mis ici, c'est ce qu'on appelle, nous, du pictural, des informations picturales, c'est-à-dire que ça peut être une image, un graphique, une photo, ce que vous voulez, quelque chose qui relève vraiment de l'image. Ça peut être une vidéo, bien sûr. Et vous avez une combinaison avec une source verbale. Cette source verbale, ça peut être du texte ou ça peut être le discours de l'enseignant. Je suis en train de présenter quelque chose. Par exemple, je vais essayer de montrer un graphique, un schéma, comme je vous ai montré par exemple tout à l'heure avec les petites tablettes et les élèves, et je vous explique par-dessus ces informations visuelles. Donc ça, plus vous faites ça, plus vous augmentez les chances que vos étudiants comprennent et arrivent à intégrer l'ensemble des informations. Alors, je ne vais pas rentrer dans les explications cognitives, mais si vous avez des questions, bien sûr, je pourrais développer. Euh, Autre point que je trouve intéressant, c'est quand on met les étudiants face à du numérique. Moi, j'avais fait ça une fois dans une conférence dans le domaine des bibliothécaires et du livre. On m'avait dit, ah, mais finalement, les élèves et les jeunes, maintenant, ils sont habitués à lire sur écran ou des documents numériques, donc ils ont les bonnes stratégies. Bah, je vais vous montrer que non, pas forcément. Il y a une étude qui est intéressante ici, alors qui ne concerne même pas le numérique directement, mais c'est pour vous montrer qu'on a les mêmes résultats dans le numérique, hein, qui concerne la pédagogie en général, c'est que, par exemple, vous présentez un cours avec du texte et une image. Jusque-là, je vous ai dit que c'est du multimédia, au sens, c'est bien, j'ai juste une information verbale, une information picturale. Donc, globalement, c'est plutôt efficace pour apprendre et mémoriser. Donc, ça, c'est ce que je suppose a priori. Sauf que vous allez vous apercevoir que les gens ne traitent pas ce document de la même manière. Donc, les auteurs ici, par exemple, ont cherché à analyser, enfin, recueillir les mouvements oculaires des participants, donc c'est-à-dire des apprenants. On sait exactement ce qu'ils ont regardé, à quel moment et comment ils ont étudié le document. Et ils ont repéré 3 profils. Un premier profil, vous avez des apprenants qui focalisent sur le texte. Ils ne traitent pas du tout l'image, qui pourtant est très utile pour comprendre le texte et réciproquement. On les voit, ils font un focus sur le texte. Pourquoi? Parce que souvent, d'ailleurs, les étudiants pensent que l'information importante, c'est le texte, hein. Le savoir, il est dans le texte, il n'est pas dans l'image. Donc, c'est aussi culturel, on ne le retrouve pas toujours dans toutes les cultures. Ici, vous avez un autre profil, ce sont les apprenants qui ont plutôt regardé le texte, qui ont regardé l'image, mais de manière un peu séparée. C'est-à-dire que je fais l'un, puis je fais l'autre, et ils ne font pas vraiment beaucoup d'allers-retours entre les deux. Et vous avez ici des étudiants qui ont beaucoup regardé le texte, beaucoup l'image, mais surtout qui font beaucoup d'allers-retours entre les deux. Donc, si je vous pose la question, effectivement, quel est le profil d'étudiant qui a le mieux appris, on pourrait se dire, ben, peut-être le 3, soit il a mieux compris, soit au contraire, il n'a pas bien compris.
Pourquoi il n'aurait pas bien compris? Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il est désorienté. Il fait des va-et-vient entre le texte et l'image en permanence. Ça veut dire qu'il est perdu. Un peu comme avec mon histoire de ma plante et de ma tablette tout à l'heure. Or, les travaux montrent l'inverse. C'est que les moins performants sont ceux qui ne regardent que le texte, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas lu l'image, ils n'ont pas regardé l'image. Or, l'image est une source d'information utile. Donc, ils mémorisent moins, enfin, ils vont moins bien comprendre, moins bien mémoriser. Ensuite, en deuxième arrive le profil numéro 2, c'est-à-dire qu'ils lisent le texte, ils lisent l'image, donc c'est très bien. Et en troisième, ce qui est intéressant ici, c'est que plus ils vont faire d'aller-retour entre le texte et l'image, plus ils augmentent les chances d'apprendre. Pourquoi? Parce qu'ils font ce qu'on appelle une intégration. Ils font l'effort cognitif, ça demande un effort mental, de mettre en correspondance l'image et ce que me raconte le texte. Et plus vous faites ça, plus vous augmentez votre chance d'apprendre. Donc ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est que ce n'est pas parce que je respecte un principe ergonomique qui est de dire je vais privilégier une source d'information qui est du texte ou du verbal avec un discours oral, plus une deuxième source d'information qui est du pictural, ça va forcément marcher. Ben non, pas forcément, parce que il faut avoir les bonnes stratégies pour que ça fonctionne. OK. Je vais vous présenter un autre exemple. Par exemple, j'imagine que vous utilisez beaucoup les vidéos dans vos formations et dans vos activités d'enseignement. Pareil, les vidéos, ce sont des objets multimédia dans le sens où j'ai du texte, j'ai un discours oral, j'ai de l'image. Donc tout ça, c'est bourré de sources d'informations. Et les vidéos, elles apportent leurs intérêts, j'ai envie de dire leurs affordances, si je reprends le modèle de la compatibilité que je vous ai montré, mais elles apportent aussi leur lot d'exigences, de contraintes. Donc ici, imaginons, je voudrais que des étudiants comprennent comment galope le cheval, c'est-à-dire le mouvement. Je suis vraiment sur l'étude du mouvement. Je voudrais que mes étudiants comprennent comment se déroule le galop du cheval. Donc si je leur présente ici la décomposition, en leur expliquant déjà comment on lit, dans quel sens, donc il faut lire par ligne la première, seconde, troisième, quatrième, et j'ai une décomposition en 4 étapes du galop du cheval. Si je présente ça, est-ce que c'est suffisant pour comprendre le galop du cheval? On va dire oui pour comprendre un peu les étapes du galop du cheval, mais est-ce que c'est suffisant pour comprendre la dynamique du mouvement? Ben, pas forcément, parce qu'on n'a pas de mouvement, justement. On est obligé de reconstruire mentalement, c'est de simuler mentalement le mouvement, ce qui n'est pas forcément évident. Et on sait que certains étudiants qui ont des habiletés spatiales moins élevées vont rencontrer possiblement plus de difficultés. Donc ici, on a l'équivalent en vidéo. Si je vous joue la vidéo, hop, ici, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Vous avez la vidéo, j'ai les mêmes images, mais mis en animation. Donc cette animation me permet de mieux comprendre le déroulement du galop. Donc c'est intéressant pour la dynamique. Sauf que cette animation, elle pose aussi son lot de contraintes. C'est-à-dire que vous avez tout qui bouge en même temps, en tout cas au niveau on m'a dit les jambes et non pas les pattes des chevaux. Alors, les jambes sont en action. Et ben, est-ce que je regarde les pattes antérieures, les pattes postérieures? Oui, non, et puis je fais des va-et-vient. En fait, je n'ai pas de stratégie, j'ai envie de dire, de lecture, entre guillemets, de la vidéo. Donc ici, je suis parfois perdu par tout ce qui est en mouvement. Donc l'œil est attiré par le mouvement, et donc mon attention va être un moment perturbée parce que beaucoup de choses sont en mouvement, et que je n'ai pas forcément les bonnes stratégies pour étudier ça. Et comme on est dans du mouvement, dans l'information transitoire, ce que je suis en train de regarder disparaît aussitôt, pour laisser place à la suite du mouvement. Et donc, c'est difficile pour moi de garder en mémoire où était positionné, comment était positionnée, par exemple, la jambe postérieure par rapport à l'antérieure, à telle étape, etc. Donc, j'ai besoin de choses fixes. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que la vidéo peut être utile pour certaines choses, mais elle impose des contraintes. Et les images statiques peuvent être utiles pour certaines choses, mais elles ont aussi des contraintes. Donc, ce qui peut être intéressant parfois, c'est de combiner les deux. Là, je vous avais mis, alors je vais le faire très court, je ne sais pas si vous entendrez le son, un extrait d'une vidéo justement sur la photosynthèse. Donc, je vais vous lire quelques secondes de la vidéo. Chloroplast utilise la lumière du soleil pour séparer les atomes d'hydrogène et d'oxygène qui forment les molécules. Ah, pardon. Ah, ça y est, j'ai fait une erreur. J'ai voulu masquer Hop, 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 hop. J'ai fait n'importe quoi. Je recommence. Hop, j'ai remis ma vidéo. Est-ce que là, c'est bon pour vous? Vous la voyez? Ouais? Non? Oui, Vous... moi je Parfait. la vois. Ok, super. Là, un Parce que j'ai petit. fait sauter. C'est bon. Donc, je repars sur ma vidéo.
euh, qui est parce que évidemment j'ai 50 fenêtres ouvertes. Voilà, elle est là. Donc je repars sur ma vidéo, je vous laisse écouter et regarder. Les produits du Sud en associant l'hydrogène au dioxyde de carbone et rejette l'oxygène dont il n'a pas besoin. Pour voir de quelle manière cela fonctionne, nous devrons encore rétrécir jusqu'à l'échelle atomique. Nous y sommes. Cette chaîne d'assemblage est la pierre angulaire de l'usine moléculaire. Au niveau moléculaire, les réactions sont trop rapides pour être visibles à l'œil nu. Nous allons devoir ralentir le mouvement 1 milliard de fois. Bon, vous avez compris, je ne vais pas vous jouer toute la vidéo. On a en fait énormément de choses professionnelles qui ont été conçues dans cette vidéo. On a l'impression quand même qu'il y a des gens qui ont fait ça bien. Mais du point de vue pédagogique, en fait, ça n'apporte pas grand-chose, puisqu'en fait, on est en train de bafouer plein de principes, j'ai envie de dire, ergonomiques de la pédagogique. C'est-à-dire que là, pour illustrer ce que je vous ai dit avant, on est en train de multiplier les sources d'informations. Il y a des informations dynamiques partout, ça bouge dans tous les sens. On essaie de faire une métaphore avec une machinerie interne, très bien, mais alors en plus, ça pose d'autres questions parce que on fait tellement une métaphore qu'on ne sait plus trop vraiment à quoi ça correspond en termes de processus. Mais du coup, on a trop d'informations. On a une caméra qui bouge, on change de contexte, on a une voix qui dit des choses mais qui ne sont pas directement en lien avec ce qui est présenté. Donc en fait, on est en train de perdre les étudiants. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'avec des vidéos, c'est très facile en fait de faire des mauvaises ressources pédagogiques. Donc plus je vais faire des... C'est pareil Oui, pour du coup c'est pareil pour les parfois sur des vidéos pédagogiques on voit à la fois du contenu puis la petite personne oui, la personne qui se filme en même temps, c'est pareil, là on oui. rajoute finalement deux sources d'attention visuelle et ça Absolument. rajoute de la difficulté. C'est ça. Ok. Nous, par exemple, il y avait des travaux là-dessus que j'aime bien. Le rôle de l'enseignant. Quand vous êtes, alors, l'enseignant, il peut avoir une fonction sociale. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a un enseignant qui vous parle, qui est filmé. Ça incarne, si vous voulez, l'enseignement. Ça, c'est pas une mauvaise chose. Là où ça devient problématique, c'est quand l'enseignant reste systématiquement affiché alors qu'il est en train de vous expliquer quelque chose, par exemple, d'exigeant. Je ne sais pas, moi, un processus, un mécanisme, comme la photosynthèse, par exemple. Et il est en train de nous expliquer quelque chose d'un peu complexe, qui demande de l'attention, qui demande de regarder un schéma, par exemple. Et en fait, l'enseignant reste affiché. Donc, à un moment, l'enseignant, il risque d'attirer l'attention. Et donc, quand il attire l'attention sur lui, en termes visuels, bah, il détourne l'attention vers des informations utiles. Et donc, l'enseignant, pour moi, devrait être retiré au moment de la démonstration. Sauf, Ok. évidemment, parce que les choses sont toujours un peu plus compliquées, sauf quand l'enseignant a une fonction déictique, c'est-à-dire que l'enseignant, il va être montré pour, par exemple, en utilisant son bras, indiquer sur la diapo, à l'écran, ce qu'il faut regarder. Donc il y avait des travaux là-dessus intéressants, où parfois même le regard de l'enseignant peut être un indice. C'est-à-dire que l'enseignant peut avoir une fonction de guidage. Si l'enseignant guide par sa posture, par ses gestes, l'attention de l'apprenant sur ce qu'il faut regarder, à quel moment, alors l'enseignant peut être utile à ce moment-là pendant le cours. Ok, ouais, merci. Alors, bon, je vais passer ça, je vous l'ai dit en gros, je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps. La lecture sur écran, ouais, je vais vous en dire un petit mot vite fait. La lecture sur écran, parce que ça illustre un peu aussi les habitudes que les gens ont pu mettre en place. Alors, c'est intéressant. On a des collègues qui ont fait une méta-analyse il y a quelques années. Alors, une méta-analyse, vous savez, je ne sais pas si vous êtes familier de ça, mais c'est quand vous allez comparer plein d'études et vous faites des statistiques sur l'ensemble des études pour vérifier que les effets qui ont été observés dans les travaux, on les retrouve de manière assez récurrente, ou au contraire, finalement, on s'aperçoit que les effets, certains auteurs trouvent que ça fonctionne, d'autres que ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est assez hétérogène, et donc c'est difficile de conclure. Donc là, dans cette étude, ils se sont intéressés à la question de savoir si on comprend mieux sur écran plutôt que sur tablette, pardon, que sur papier, et inversement. Donc, ils ont comparé 54 études, donc de 2000 à 2017, qui couvrent cette période. Et il y avait quand même 171 000 participants, quand vous cumulez tous les participants de ces études. Et à chaque fois, ils ont pris des études qui comparent le même texte, strictement le même texte, d'accord, qui est un texte linéaire, qui est un texte assez basique, avec la version écran, et ils le comparent à sa version papier. Donc, les participants, généralement, avaient l'une des versions à apprendre. Et on compare, on regarde si, à l'arrivée, on vous teste la compréhension, ce que vous avez compris du texte. Il y a
des quiz, des questions, on les interroge et on voit s'ils ont compris davantage sur écran ou sur papier. À votre avis, on comprend mieux sur écran ou sur papier? Vous avez une idée ou pareil pour vous? Ne Aucune serait-ce idée. que par rapport. Aucune idée? Ça Alors, dépend si on désactive les notifications sur ah oui. écran. Alors Peut-être. absolument. Alors là, dans les études, ah oui, non, c'est une très bonne remarque. Dans les études, il n'y a pas de notification, ils ont tout contrôlé. Quand je dis écran, c'est juste que c'est sur un écran plutôt que d'être sur une feuille, hein. Mais en gros, si je mettais un PDF sur écran, il n'y a rien d'autre qui se passe à l'écran. D'accord? Donc c'est juste C'est sur un pareil, écran. les résultats? Pareil, papier ou écran? Ok, donc voilà, vous me dites que c'est pareil. Alors je vous montre les résultats. Ici, vous avez l'ensemble des études qui ont été faites. Et ici, hop, je vais vous montrer en gros. Ici, ce sont l'ensemble des études qui montrent que le papier amène de meilleures performances que la lecture numérique. Mais, évidemment, parce qu'il y a toujours un mais, certains travaux montrent, qui vont dans l'autre sens, que le papier est finalement assez équivalent avec le numérique. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes niveaux de performance. Et vous avez quand même quelques études qui vont montrer que le papier est inférieur au numérique. Ce qui est intéressant quand même, c'est que globalement, vous avez une majorité de travaux qui montrent que le papier est supérieur au numérique. Donc si je m'arrête là, je pourrais dire, ben, mettons mettons du papier pour tout le monde, puisqu'en fait le numérique va entraver la compréhension en probabilité, en tout cas. C'est ça, l'ergonomie, évidemment, elle est plus complexe que ça. Elle va vous dire, non, attention, il y a des conditions. Et donc c'est ce que je vais vous montrer ici. On a un effet du médium, c'est-à-dire du papier versus du support numérique sur la compréhension. On a un effet déjà de l'expérience avec le numérique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le papier est supérieur à l'écran, d'accord, en termes de performance de compréhension, jusque-là, d'accord. Et ils ont regardé les dates des études. Les études qui ont été faites, à chaque fois, c'était sur des étudiants ou des élèves, enfin, plutôt des jeunes adultes ou des adolescents. Et on s'aperçoit que on pourrait se dire que plus on avance vers 2018, plus les enfants ont grandi avec le numérique, avec des ordinateurs à la maison, avec le web, plus ils ont grandi avec ça, plus ils sont efficaces dans la lecture sur écran. Et en fait, ce que montre leur étude, c'est exactement l'inverse. C'est que plus vous regardez les nouvelles générations, plus l'écart entre le papier et l'écran augmente. Donc ça, j'aime beaucoup ce résultat. Alors, comment ils l'expliquent? Parce qu'ils ne le démontrent pas, là. Ils essaient après de l'interpréter. Et je trouve que leur interprétation est assez bonne. L'idée, c'est qu'en fait, parce que justement, vous avez grandi avec le numérique, vous avez grandi avec un nouveau type de tâche. C'est-à-dire que quand je vais sur le web, je ne vais pas lire de la même manière que quand je lis un document papier, souvent. Sur le web, je vais davantage faire du scanning, je vais survoler, je vais papillonner. Je fais de la recherche d'informations beaucoup, hein, avec Google par exemple, ce genre de choses. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on sait qu'on fait des lectures très courtes, très brèves. On n'est pas dans des lectures longues, on n'est pas en train de lire un article de journal par exemple. Donc on est sur des lectures beaucoup plus ciblées, beaucoup plus courtes, et qui balayent, vous voyez, qui cherchent spatialement à trouver des informations utiles. Et donc, une hypothèse, c'est de dire que plus vous êtes habitué à faire ça sur écran, parce que vous avez grandi avec, plus vous avez tendance, quand je vous mets face à un écran, à reproduire cette habitude, à reproduire cette stratégie. Donc, si je vous mets un texte sur écran, comme vous êtes habitué sur écran un peu à papillonner, à scanner un peu partout, ben, vous avez tendance à le faire un peu plus spontanément. Alors que sur papier, vous allez prendre plus le temps de lire de manière linéaire, phrase par phrase, de manière euh, un peu plus systématique. Donc ça, c'est une explication des auteurs. Donc je trouve ça intéressant, c'est pas parce que vous passez plus de temps sur les écrans, que vous avez grandi sur les écrans, que vous êtes plus à même d'apprendre avec les écrans. Cette étude montre justement l'inverse. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que justement, on n'est pas forcément avec les bonnes stratégies. Autre point intéressant, c'est la longueur et le genre du texte. On s'aperçoit que le papier est supérieur à l'écran, plutôt pour des textes expositifs. Des textes expositifs, c'est quand vous exposez, par exemple, dans votre cours, typiquement, un cours que vous allez faire est un texte souvent expositif. Vous exposez un principe, vous exposez une théorie, vous exposez un concept, vous exposez un phénomène, etc. Vous expliquez, en gros, plus vous avez des textes de ce type-là, plus l'écart entre papier et l'écran augmente.
En revanche, quand vous mettez des textes narratifs, ça c'est intéressant. Donc un texte narratif, c'est un roman. Vous êtes en train de lire votre roman. Ben, si je vous mets votre roman à l'écran ou si je vous mets sur papier, vous avez tendance à lire de la même manière. Parce qu'en fait, vous êtes piloté par le texte. Parce que c'est un roman, il y a pas, ça n'a pas de sens, si vous voulez, de papillonner à droite, à gauche dans le roman. Donc du coup, l'écart est en train de disparaître. Donc vous voyez ce que je suis en train de dire, c'est que la différence entre le papier et l'écran, elle va dépendre aussi de la nature des textes que je suis en train de lire. C'est ça la compatibilité dont je vous parlais en début. C'est qu'une ressource numérique, elle n'est pas bonne ou mauvaise, tout dépend évidemment de la compatibilité aussi avec donc les personnes, on l'a vu ici avec leur expérience du numérique, mais aussi la compatibilité ici avec la tâche, je dirais, et la nature des textes que je dois apprendre. Et autre exemple ici, en pédagogie, ça va être intéressant, c'est que si vous laissez du temps à vos étudiants pour lire, ou si vous les contraignez en leur donnant un temps limite, ben vous n'avez pas les mêmes résultats. On s'aperçoit que le papier est supérieur à l'écran lorsque le temps est limité. C'est-à-dire qu'effectivement, les étudiants sont sous pression temporelle, ils doivent se dépêcher de lire. Et bien là, on a un écart qui s'accentue, c'est-à-dire que du coup, leur stratégie sur écran n'est pas bonne. Si vous leur laissez du temps, ben, l'écart va diminuer, c'est-à-dire que l'écran redevient plus facile ou plus intéressant. Pourquoi? Parce que vous leur laissez le temps de réguler, de revenir en arrière, de relire certaines choses. Et du coup, ça réduit les écarts. Donc, vous voyez que je retrouve, c'est un bon exemple de ce que je vous ai dit sur la compatibilité. Vous avez ici les caractéristiques de vos apprenants. En gros, est-ce qu'ils ont déjà l'expérience du numérique ou pas? Vous avez ici la caractéristique pédagogique du texte à apprendre, la caractéristique, si vous voulez, de la ressource. Est-ce que c'est des textes expositifs ou narratifs? Ben, on n'a pas les mêmes résultats. Et on s'aperçoit que là, c'est l'environnement dont je vous ai parlé, le contexte dans lequel j'apprends. J'ai un contexte avec une organisation temporelle où on ne me laisse pas beaucoup de temps, ou au contraire, on me laisse du temps. Et bien, je n'ai pas du tout les mêmes résultats. Je n'ai pas la même compatibilité, c'est-à-dire que mon écran n'était pas compatible dans une situation de pression temporelle. Par contre, il le devient quand je libère le temps pour les étudiants. Aux clés, bon, ça, je vais passer, je vous l'ai dit en gros. Mais ça, c'est quand même un petit point intéressant. Donc, vous connaissez sûrement les évaluations de PISA. Donc, on évalue les compétences des élèves au niveau de l'OCDE. Et on a des tests, quand les tests sont faits en papier dans les écoles ou quand ils sont faits sur écran. Donc, c'est le même test, hein, le même test d'habileté, par exemple, de compréhension. Ben, on s'aperçoit que les résultats ne sont pas les mêmes. Les élèves qui passent les tests sur papier réussissent mieux que les élèves qui passent les mêmes tests sur écran. Donc, ça corrobore ce que je vous disais, c'est que la lecture sur écran est moins efficace, peut-être parce qu'on a des habitudes justement de lecture un peu par scanning et non pas de manière systématique. Ok, ça va? Alors, puisqu'il nous Et reste... j'ai une question Oui, peut-être allez-y, ouais, en bien sûr. lien avec ce que vous disiez sur la partie des nouvelles générations qui sont nées avec les écrans. Ouais. Et des fois, on lit des choses comme le temps d'attention qui est réduit. Oui. Et donc, qu'il faudrait faire des ressources plus courtes qui mobilisent moins de temps d'attention. Mais si je comprends bien, finalement, c'est pas ça vraiment la question. C'est qu'il faudrait davantage se poser la question de qui sont mes apprenants, Ouais. quel est l'environnement, etc. Donc, ces pseudo-études ou je sais pas, ces personnes qui disent voilà, c'est maximum, je sais pas, je sais plus, 3 minutes une vidéo ou 5 minutes, je sais plus ce qui se dit. Hein. Ouais. Oui. Mais je voulais voir ce que vous Alors, pensiez de ça. oui. Alors, ça, je l'entends souvent. Les enseignants me posent souvent la question. Alors, mais c'est ce que vous venez de dire. Déjà, il y a la question de la compatibilité, c'est-à-dire quelle tâche je fais faire à mes élèves. Est-ce que cette tâche, elle est complexe pour eux? Est-ce qu'elle n'est pas complexe pour eux? Si la tâche est complexe, leur capacité d'attention, ben, elle va au bout d'un moment diminuer parce que la tâche est trop complexe et ça devient quelque part épuisant pour eux. Si la tâche est relativement simple, j'ai une capacité d'attention qui pourrait être maintenue beaucoup plus longtemps parce que justement, je suis moins sollicité. Il ne faut pas tomber non plus dans l'hypovigilance, c'est-à-dire que le contenu est tellement simple qu'au bout d'un moment, en fait, je ne le traite plus. Donc là, on est dans un problème d'hypovigilance. Donc en fait, quand on dit qu'il faut des vidéos de 3, 4, 5, 4 minutes, j'ai envie de dire, en fait, on n'en sait rien. Tout dépend de ce que je mets dans la vidéo. Par exemple, si je présente une vidéo, et on le voit en termes pédagogiques dans les écoles, si je présente un film à mes élèves qui va durer 1 heure et demie,
pour peu que le film soit un peu évidemment intéressant pour eux. Ben, moi, je pense que mes élèves, ils ont une capacité d'attention d'1 heure et demie par rapport au film. Il n'y a pas de problème. En revanche, si je leur présente une vidéo complexe qui explique des phénomènes complexes pendant 1 heure et demie, on est d'accord qu'ils n'auront pas la capacité attentionnelle. Donc là, je vais réduire peut-être à 3, 4 minutes. Mais c'est là où je vais vous dire, tout dépend comment vous avez construit votre vidéo. Est-ce que votre vidéo, elle les sollicite beaucoup? Est-ce qu'elle est difficile? Est-ce qu'au contraire, elle les accompagne? Plus elle va les accompagner, plus ce sera facile de rester attentif. Donc en fait, il ne faut pas partir en se disant, nos élèves ont des capacités attentionnelles qui sont réduites. Alors déjà, moi, je ne connais aucune recherche, en tout cas, je n'ai peut-être pas assez bien cherché, mais je connais aucune recherche qui prouve aujourd'hui que les élèves de 2026 ont des capacités attentionnelles qui sont moins bonnes au niveau du cerveau que nos élèves des années 80. Donc, moi, j'attends qu'on me le prouve. Pour l'instant, je n'ai pas lu de choses probantes là-dessus. Peut-être qu'il y en a. Mais surtout, on compare des choses pas comparables parfois parce qu'on parle de vidéo. Et justement, lire un texte, c'est pas la même exigence que de regarder une vidéo. Lire un texte, ça peut être alors exigeant pour les élèves qui ont des difficultés d'habileté de lecture, mais si on s'adresse à des étudiants, les étudiants généralement ont des niveaux d'habileté de lecture quand même assez bons. Pour eux, lire un texte, ils ont une capacité attentionnelle qui va être assez longue puisqu'ils ont le temps de réguler, ils ont le temps d'avancer. Une vidéo, si elle est un peu chargée, si elle est un peu rapide, eh ben, au contraire, ils n'ont pas cette capacité parce qu'en fait, ça va trop vite et ils n'ont pas la capacité de tout mémoriser. Donc, ça peut être au contraire dissuasif et on va dire qu'ils n'ont pas la capacité de rester attentifs, mais ce n'est pas la même chose de regarder une vidéo qui est complexe que de lire un texte sur lequel j'ai du temps pour revenir, relire la phrase précédente, comparer, etc. Donc, ce n'est pas les mêmes tâches. Donc, quelque part, on ne peut pas comparer les choses. Donc, tout dépend, encore une fois, de la tâche, de la compatibilité et du guidage. Donc, si vous voulez bien, je vais finir là-dessus. Je vais vous proposer 5 principes de guidage. Donc, je vais rester dans les généralités, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, avec des choses un peu simples. Donc, vous verrez, je vous donne la référence ici d'un article qui est en ligne, qui est en français, et qui est assez accessible. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait psychologie cognitive, neurosciences ou quoi pour comprendre ce petit papier qui, justement, s'adresse plutôt aux enseignants. Donc, ici, l'idée, c'est d'avoir des types de guidage qui vont aider nos apprenants. Alors, quand je dis type de guidage, je vais parler des ressources numériques ici, pour les ressources numériques, mais en fait, vous pouvez tout à fait élargir ces guidages à des ressources non numériques pour la pédagogie. Alors, le premier point, c'est la question du processus de sélection. C'est-à-dire que mes étudiants, ils sont face à des informations, ça peut être du texte, des vidéos, ce que vous voulez, ou un enseignant qui parle, qui expose. Il va falloir sélectionner les informations. Notre capacité en mémoire ne nous permet pas de tout retenir de ce qu'on voit. Là, je suis en train de vous parler, vous êtes en train de retenir certaines bribes d'informations, mais vous n'êtes pas en capacité de retenir tout ce que je vous raconte, bien évidemment. Donc, il faut aider les apprenants à sélectionner l'information importante. Premier principe, et là je m'appuie sur des travaux, des méta-analyses, etc. Je ne vais pas citer à chaque fois les auteurs. En gros, ici, vous éliminez l'information inutile. Ça peut paraître trivial, mais il y a des enseignants qui ne le font pas. Ne présentez, ne retenez que l'information qui, à un temps T, doit être traitée par les étudiants. Donc c'est ça qui est important et pas le reste. Donc déjà, j'élimine tout ce qui est décoratif, qui est illustratif, mais illustration au sens qui n'apporte pas d'information majeure ou utile. Autre point intéressant, la signalisation. Je vous ai dit à un moment, ça peut être intéressant, un enseignant qui montre au tableau, qui tend le bras, qui montre ce qu'il faut regarder. C'est ça la signalisation. On peut le faire de plein de façons différentes. Ici, je vous ai montré moi ce que je fais dans mes cours, par exemple. Je présente un modèle à mes étudiants. Et à un moment, je présente une partie du modèle, je la signale tout simplement dans une couleur qui la distingue des autres parties. Et donc, quand je parle de ça, je sais que mes étudiants, ils regardent cette partie-là du modèle et ils ne sont pas perdus sur un autre aspect du modèle. Ensuite, un point très simple quand on est enseignant, c'est les instructions. Plus vous donnez ce qu'on appelle les instructions, des consignes, tout simplement, plus vous donnez des consignes précises, plus vous augmentez les chances que vos étudiants arrivent à sélectionner les informations pertinentes pour leur apprentissage. Donc, ça veut dire que, si je caricature un petit peu, vous présentez un texte à vos étudiants et vous leur dites, voilà, vous allez lire ce texte, essayez de l'apprendre. OK. Et là, vous avez tous vos étudiants qui vont dire, mais qu'est-ce que ça veut dire apprendre un texte? Est-ce qu'il faut que je mémorise tout? Est-ce qu'il faut que je le comprenne? Est-ce qu'il faut que j'identifie les points clés par rapport au cours qu'on vient de voir? En fait, chacun va se construire son propre but, sa propre interprétation de ce qu'on leur demande.
Donc, plus vous êtes précis, par exemple en disant vous allez lire ce texte et vous allez identifier, par exemple, les 3 concepts importants de ce texte qui sont en contradiction les uns avec les autres, par exemple, ça, c'est un but précis. Et ça va les aider à orienter leur prise d'information. Et ça marche pour améliorer l'apprentissage. Bon, ici, il y a des exemples. Je vous ai pris l'exemple des mouvements oculaires. Il y a quelques travaux là-dessus. On avait fait ça aussi avec un collègue. Vous présentez la façon dont quelqu'un qui réussit la tâche, l'exercice, ferait. Donc, par exemple, ici, quels sont les mouvements oculaires d'une personne qui prend l'information? Est-ce qu'il regarde les titres d'abord? Est-ce qu'il regarde le résumé, etc. Alors, évidemment, vous allez dire, mais nous, où est-ce qu'on trouve ça? Vous n'allez pas forcément le trouver. Mais ce que vous pouvez faire, c'est montrer une vidéo, quelque chose qui montre comment une personne va se saisir des informations, qu'est-ce qu'elle regarde en premier. Vous pouvez juste dire, bah voilà, regardez, hop, la personne, elle va plutôt faire comme ça, ou la personne explique ce qu'elle regarde en premier. Il y a plein de façons de le faire, peu importe. L'idée, c'est juste d'avoir un modèle. Donner un modèle qui aide les étudiants à dire, ah ouais, en fait, c'est ça qui est important à tel moment. Il faut les aider à faire ce choix. Deuxième recommandation, c'est de guider les étudiants à construire, à organiser l'information mentalement. C'est-à-dire que quand je sélectionne l'information, je présente un cours, il y a l'information A, il y a la B, il y a la C. OK, donc l'étudiant a repéré A, il a repéré B, il a repéré C, mais à un moment, il faut qu'il les articule, il faut qu'il les organise. Quel est le lien entre A et B? Quel est le lien entre B et C? Et il faut qu'il organise ça mentalement pour pouvoir le mémoriser. Plus vous allez organiser en mémoire les choses, plus c'est facile de les mémoriser et de les comprendre. Donc ici, vous allez par exemple proposer une représentation. Alors ça peut être une carte de concept, ça peut être un plan du cours, ça peut être ce que vous voulez, un petit schéma qui synthétise les grandes idées de ce que vous êtes en train de leur faire apprendre. Et ce petit schéma, il faut le présenter au début du cours, pas à la fin. Et donc ça marche notamment dans les documents numériques, mais pas que, dans les documents non numériques aussi. Autre idée, par exemple, toujours pour aider à organiser l'information, dans les vidéos. Le problème des vidéos, c'est que vous avez un flot d'informations continu. Plus vous allez chapitrer les vidéos, plus vous allez les segmenter, plus vous allez dire, tiens, première étape, deuxième étape, troisième étape. Vous allez les labelliser, ça c'est l'étape qui correspond à ça, c'est l'étape qui correspond à ça. Vous faites des pauses. Après chaque étape, vous voyez tout ce qui permet de segmenter les vidéos. Et avec en plus voilà, un visuel qui nous montre bien comment c'est séquencé, en fait, vous êtes en train d'aider vos apprenants, vos étudiants, à mieux organiser mentalement l'information. Troisième principe, le processus d'intégration. Je vous ai dit au début, le numérique, c'est beaucoup de ressources d'information. Il faut croiser les informations, il faut les intégrer. C'est-à-dire, bah, tiens, il y a une image et puis il y a un texte. Bah, comment ça fonctionne, les deux en même temps? Il faut que j'arrive à les intégrer pour apprendre. Une chose qui marche pas mal, c'est les incitations, une forme de consigne, si vous voulez. C'est-à-dire que pendant l'activité, c'est ça l'intérêt un peu des prompts, vous allez leur dire, tiens, et est-ce que tu as essayé de comprendre à quoi correspondait sur l'image la partie du texte là, que tu viens de lire? Donc ça, c'est des incitations à pousser nos étudiants à faire ce travail d'intégration entre les sources d'information qu'ils ne font pas toujours très spontanément. Les vues d'ensemble graphiques, bah, tout ce qui est représentation du plan, comme je l'ai dit pour le plan, pour le guidage numéro 2, pour l'organisation, ça peut être aidant aussi bah, justement à recouper certaines sources d'informations et pour comprendre les liens entre les sources d'informations. La contiguïté spatiale aussi, ça c'est un petit principe qui marche bien. C'est-à-dire vous avez une information picturale, ici je vous ai pris le cerveau, vous avez ici certaines zones anatomo-fonctionnelles du cerveau, et on va demander aux étudiants d'apprendre les noms qui correspondent. Ben, tout simplement, si vous intégrez spatialement les petites informations verbales ici avec l'image, ben, vous augmentez les chances tout simplement de mémoriser plutôt que de créer une légende. Donc la légende dans les schémas, ce n'est pas une bonne idée, sauf si évidemment le schéma est trop complexe et qu'on ne peut pas intégrer toutes les informations textuelles dessus. Mais si on peut intégrer les informations textuelles ou les associer à ses proches, alors il vaut mieux le faire. Ça évite que les étudiants se dispersent en se disant, bah, tiens, telle partie E correspond à quelle partie ici de la légende? Ah, le E est là, attends, c'était où? Et en fait, ce travail à chercher de mettre en correspondance, c'est du temps perdu et c'est des ressources inutiles. Autre principe de signalisation qui marche bien, très intéressant, c'est que dans un texte, vous pouvez mettre en évidence certains concepts dans une couleur, et dans le schéma qui correspond, on retrouve les mêmes couleurs. Tout simplement, ça aide à cette mise en correspondance. Donc, tout ce qui permet cette mise en correspondance est facilitant pour les étudiants. Quatrième principe qui est intéressant, je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas parce que je choisis une ressource pédagogique qui a l'air bien conçue, qui a l'air ergonomique. Par exemple, avec un texte, une image, je suis resté sobre.
Je respecte le principe multimédia dont je vous ai parlé. Et pour autant, on a vu qu'il y en a qui lisaient que le texte et d'autres qui lisaient beaucoup le texte et l'image. Donc, il y a une variabilité. Ça veut dire qu'à un moment, il faut accompagner nos apprenants dans les étapes de traitement. C'est pas parce que je mets une ressource numérique, et c'est le piège des ressources numériques, c'est que souvent on balance ça, on met ça sur des ENT, on met ça sur des répertoires partagés, on met des ressources à disposition, mais on ne dit pas comment les exploiter. Donc ça, c'est un point important, c'est plus vous allez expliquer les étapes de traitement, accompagner les étudiants. Alors soit ça peut être, ils ont un petit guide au fur et à mesure, soit c'est la vidéo qui explique ce qu'il faut penser, ou vous avez un petit système d'IA qui accompagne. Bon, il peut y avoir plein de choses. On va donner les étapes, c'est-à-dire plutôt commencer par ça, puis ensuite faites ça, puis faites ça. On va essayer aussi d'inciter à mettre en œuvre certaines stratégies. Tiens, par exemple, vous devez lire un texte, il est un peu compliqué. Ben, voilà une stratégie intéressante. Commencez déjà par lire les conclusions du texte. L'intro peut-être et les conclusions. Et après, vous allez rentrer finement un peu dans le, dans le déroulement du texte, mais qui demande déjà de comprendre où on va. Donc, ce genre de stratégie, entre guillemets, peut être aidant. Même chose, là, les modèles, ce que je vous avais dit pour aider à sélectionner les bonnes informations, mais c'est aussi aider à à exécuter les bonnes procédures, montrer tout simplement comment il faut faire, plutôt que de laisser à l'étudiant deviner comment il faudrait faire idéalement. Bon, là, je vous présentais les résultats d'une étude qu'on avait faite, mais je n'ai pas le temps, je vais la zapper. Et enfin, le dernier point, c'est le guidage des processus métacognitifs. C'est-à-dire que le guidage métacognitif, c'est le guidage pour l'autonomie. Donc, ce que je vous ai présenté au début. Ben, ce qui marche plutôt bien, ce sont des feedbacks et des prompts, donc des consignes, qui engagent les apprenants à réfléchir, à s'auto-évaluer notamment. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit souvent que les étudiants, quand vous les mettez en situation d'apprentissage où ils sont un peu autonomes, ils sont chez eux par exemple, ou dans une activité seuls face à, je sais pas, à l'ordinateur ou même à deux, ben, ils ont tendance des fois à pas trop se questionner, à savoir si ce qu'ils viennent de faire, ils ont bien compris, est-ce qu'ils ont bien progressé, est-ce qu'ils ont bien mémorisé. Donc vous pouvez mettre en place des petites incitations du type, ben, maintenant par exemple que vous devriez vous demander si vous avez retenu l'idée importante présentée dans la vidéo. Donc vous pourriez avoir ce genre de petit message qui apparaît à la fin d'une vidéo. Donc c'est des incitations. Encore une fois, ça ne suffit pas seul à garantir un très bon apprentissage, mais ça, combiné avec d'autres choses, ça devient intéressant. Donc on guide l'apprenant surtout à s'auto-évaluer ici, à se questionner, plutôt que tout simplement à considérer que, bon, voilà, il a vu la vidéo, il a l'illusion d'avoir compris, et ça suffit. En fait, non. Dès qu'on le pousse à s'interroger, il va s'apercevoir peut-être qu'il n'a pas très bien compris certains passages, et donc il va peut-être être incité à revoir ou à faire un exercice ou à interroger quelqu'un, peu importe, à trouver des solutions pour répondre à son manque de compréhension. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que les dispositifs qui marchent, c'est quand vous allez multiplier justement les dispositifs de soutien avec des feedbacks, par exemple. C'est-à-dire qu'un apprenant, si vous voulez qu'il soit autonome, si vous voulez qu'il apprenne, il faut qu'il puisse avoir des feedbacks. Et c'est là encore une fois où l'IA devient un outil très intéressant. C'est que, alors encore une fois, tout dépend comment elle est utilisée, pour quelle tâche et quel contenu. Mais si elle est bien adaptée, elle peut donner des feedbacks à chaque fois sur la production de l'étudiant. Donc l'étudiant va faire, je ne sais pas moi, un résumé, il fait du développement informatique, il traduit dans une langue étrangère, et il peut demander à un moment un feedback, et l'IA ou le tuteur le tuteur numérique qui va l'accompagner peut lui faire ce feedback. Et il faut que ce feedback, ce ne soit pas un feedback juste en termes de performance, en disant tu as 80% de qualité ou de bonnes réponses. Ça, c'est pas informatif, c'est pas un feedback qui fait progresser. Un feedback qui fait progresser, c'est un feedback où on va dire, tu as bien réussi ça, telle partie, par exemple, de ton résumé est bien construite, c'est très clair, les phrases sont cohérentes. En revanche, une partie de ton résumé n'explique pas ça et est ambiguë par rapport à la première partie du résumé. C'est-à-dire qu'on va aider l'étudiant à comprendre les faiblesses de son travail. Et s'il comprend la nature de la faiblesse, alors il sera plus enclin et en capacité à essayer de remédier à cette difficulté. OK. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Donc, en gros, ce qu'il faut juste retenir, et je vais arrêter là, c'est que dans les ressources numériques, parce qu'elles sont complexes, parce qu'elles sont riches, parce qu'elles sont interconnectées, parce qu'il y a beaucoup de sources d'informations, ben, j'ai envie de dire particulièrement dans ces situations, il faut être vigilant sur la sélection de l'information, aider les étudiants à sélectionner les bonnes informations dans tout ça, les aider à organiser mentalement les infos et les aider à faire les connexions entre les informations avec l'intégration, les aider à mettre en place aussi les bonnes stratégies
Et enfin, les aider à être autonomes, donc à s'autoréguler et à se questionner sur leur propre apprentissage. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Et puis, si vous avez des questions, on peut bien sûr en discuter. Je ne sais pas si je suis sorti du partage. Oui, je crois. Ouais, Ça c'est peut- bon, c'est bon. Merci beaucoup pour cette présentation. Peut-être moi j'avais une question sur le feedback, le dernier point, parce que nous dans le champ du sport, on utilise beaucoup le feedback plutôt en présentiel. Après, par exemple, avoir animé l'apprenant, le stagiaire, il a animé une séance d'une activité sportive. Et puis on va réaliser le feedback tout de suite après. Et je sais pas, je me posais cette question-là de feedback qui est fait tout de suite à chaud, on va dire, après, en termes d'apprentissage ou de feedback qui est fait plus tard. Et ouais, je sais pas si là-dessus il y a. Alors, il y a des travaux. Alors, j'étais en plus jury d'une thèse sur ces questions. Je crois que je ne suis pas un spécialiste des délais du feedback. C'est-à-dire que soit effectivement je fais un feedback immédiat, soit un feedback avec du délai où je reviens plus tard, 1 heure après ou le lendemain. En fait, de mémoire, ce qui est intéressant parfois, c'est que si vous êtes sur quelque chose de technique, d'assez dans le détail, le feedback immédiat est intéressant parce que la personne, elle a en mémoire à ce moment-là ce qu'elle vient de faire ou la connaissance sur laquelle on travaille. Donc, si c'est assez pointu et technique et sur un détail, moi, je pense que le feedback, il vaut mieux qu'il soit immédiat. En revanche, si vous êtes sur un feedback plus général, où la personne a besoin aussi d'avoir une représentation un peu générale de ce qu'elle a fait, là, effectivement, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir un feedback tout de suite immédiat. C'est-à-dire que la personne peut aussi continuer à faire évoluer sa représentation, je ne sais pas, d'un geste, si on est en train de travailler sur un geste sportif. Et le feedback peut être intéressant, de dire, bah, tiens, suite à un entraînement, voilà, vous avez fonctionné comme ça, mais vous êtes mal débrouillé là-dessus, etc. Mais ça va être du feedback plutôt macro, moins sur un détail spécifique. Alors que nous, on travaille par exemple sur le geste au tennis. En ce moment, on est en train de faire un feedback sonore on met des capteurs, si vous voulez, sur une raquette, je simplifie le truc, et en fonction du mouvement de la raquette, la hauteur du bras, etc., on a des capteurs. On a un feedback sonore qui va indiquer au joueur si son mouvement correspondait bien à un mouvement optimal, d'après ce qui avait été calculé. Donc le joueur et l'entraîneur vont bien avoir un feedback qui est assez immédiat. Alors immédiat, il n'est pas dans la seconde, pour l'instant techniquement on ne sait pas faire. Il demande un peu de temps, mais dans l'idéal, il faudrait que ce soit assez rapide, de manière à ce que, comme le geste est rapide, si je n'ai pas un feedback tout de suite sur ce que je viens de faire, ça va être difficile pour moi dans 1 heure de me dire, à un moment, tu te souviens, tu as fait ça. Ben, en fait, oui, mais c'était tellement rapide, non, je m'en souviens pas. Et puis des services, j'en ai fait 15 depuis, quoi. Donc du coup, il faut un feedback immédiat si on est sur des choses très spécifiques, je dirais, et sur le détail. En revanche, si on est sur plutôt un geste de manière générale, après multiples répétitions, en disant tu as tendance à faire ça, etc., le feedback, il peut être plus différé. Après, il ne faut pas qu'il soit trop différé, il faut encore une fois que l'apprenant, il ait encore une mémoire de ce qu'il a fait pour pouvoir utiliser efficacement ce feedback. Parce que si on me fait une feedback sur une tâche dont je ne me souviens plus vraiment, ça va être difficile pour moi de me l'approprier pour pouvoir revenir dessus. Après, j'ai une dernière question sur les ressources. On n'a pas du tout parlé de format, c'est-à-dire ni de police ou de couleur parce que c'est anecdotique ou c'est quelque chose Il y aurait trop de choses qui à est à prendre en raconter. compte. Ouais, c'est ça, ok. Alors, non, non, mais vous avez des normes ergonomiques sur la lisibilité. Alors, il y a aussi des normes sur l'accessibilité.
Donc, comment rendre aussi accessibles les informations du point de vue du texte, des contrastes, des couleurs, pour que ce soit accessible pour des personnes, par exemple, qui ont des problèmes de sensorialité ou de sensibilité perceptive particulière, ou des problèmes de handicap visuel ou des choses comme ça. Donc là, vous avez des normes qui existent sur l'accessibilité. Nous, là, on travaille par exemple avec Lucie Bouvet, une collègue et une doctorante, sur l'adaptation de ressources numériques à des personnes qui sont neuroatypiques. Parce que possiblement, ils sont plus sensibles à certains bruits ou certaines luminosités ou contrastes différemment que les personnes plus typiques. Et du coup, on est en train de voir comment un système peut les aider à ajuster, que eux-mêmes fassent cette adaptation en fonction de leurs besoins. Donc là, il n'y a pas toujours les normes parfaites parce que ça dépend beaucoup des individus. Mais après, pour la lisibilité, je sais qu'en ergonomie, il y avait des normes en termes de police. Alors, je ne vous dirai pas lesquelles, je ne me souviens pas, où on va privilégier, surtout s'il y a beaucoup de choses à lire, plutôt certaines polices pour éviter qui facilitent le décodage plus rapidement, par exemple, des lettres, qui réduisent les ambiguïtés, par exemple, entre des lettres ou des choses comme ça. Ok, merci, super. Bon, on va s'arrêter ici s'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Franck. Ben, Merci de rien, d'avoir avec plaisir. pris ce temps-là pour nous. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et une bonne fin de journée plutôt. Et à bientôt. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.